Bonjour et bienvenue dans En Studio, jour 24. Et voilà, après 23 épisodes, nous sommes déjà à la fin de ce calendrier de l'Avent. Et cet épisode était obligatoirement là pour parler de l'événement qu'on attendait depuis le début de ce calendrier, c'est-à-dire de Noël. Donc aujourd'hui, pour cette dernière de En Studio, nous allons forcément aborder les musiques et les enregistrements qui ont un rapport avec Noël. Pour vous dire la vérité, lorsque j'ai commencé à travailler sur cette série, je me suis dit, le dernier épisode aura un tout autre rapport que celui de Noël. Je pensais faire un épisode sur Halloween, même en parlant de Thriller de Michael Jackson, parce qu'il y avait plein d'anecdotes là-dessus. Et je me suis dit, bon, quand même, il y a bien un épisode où je peux parler d'anecdotes qui sont quand même chouettes sur Noël. C'est bien celui-là. Donc, voici cet épisode avec la première anecdote qui concerne la chanson Vive le vent. Oh, vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver, qui s'en va sifflant soufflant dans les grands sapins verts. Bon, déjà, les chants de Noël, c'était dans un premier temps des chants religieux qui datent du XIIe siècle environ. Ce qui fait que jusqu'au XIXe, voire pour certains jusqu'au XXe siècle, on a pu avoir des chants de Noël qui étaient seulement destinés à louer les mérites catholiques. Par exemple, comme chant catholique religieux, on peut avoir Il est né le digne enfant. Mais en 1857, James Lord Pierpont va créer une des premières chansons qui va avoir un rapport tout autre que celui de la religion. Il va créer Jingle Bell. Cette chanson va très bien marcher dans les pays anglophones et ça va pas être très long avant qu'elle puisse percer aussi en Europe dans certains pays. Mais en France, ça ne marche pas très bien dès le début. Jusqu'à ce que le banger de Petit Papa Noël soit composé en 1944. D'ailleurs, je sais pas réellement à quel moment ils ont eu l'inspiration d'écrire cette chanson en plein contexte de guerre, mais bon. La chanson va connaître un véritable succès en 1946 lorsque Tino Rossi va la reprendre. Et c'est vrai que cette chanson-là, on la connaît tous, forcément, on l'a forcément même tous chantée. Mais bon, il va falloir attendre vraiment longtemps pour qu'en France, une chanson qui ne soit pas catholique soit importante sur la période de Noël. Face au succès de Petit Papa Noël, 2 ans plus tard, en 1948, Francis Blanche va donner sa réinterprétation de Jingle Bell. Il va changer les paroles pour les mettre en français et il va aussi changer clairement le sens, en transformant ça en Vive le vent. Et d'ailleurs Vive le vent qui sera repris quelques décennies plus tard par Titouan, élève en CM2A totalement révolutionnaire, qui a transformé ça en Vive le vent, vive le vendredi, que l'école soit finie et qu'on se casse d'ici. Un grand parolier. Bon, maintenant j'ai mis les bases sur des chansons de Noël qui concernent la France, mais vous allez voir que les anecdotes qui suivent vont surtout toucher des musiques en Angleterre et aux États-Unis, même si la France reviendra un peu plus tard pour une reprise totalement claquée. Pendant les années 40, 50, voire même 60, les musiques de Noël sont surtout là pour célébrer le moment et écouter une très bonne musique tout en s'ambiançant dessus. Mais dès les années 60-70, on va avoir un nouveau genre de musique de Noël qui vont apparaître, c'est aussi les musiques qui dénoncent le monde, la société telle qu'elle est. Et là on a un très bon exemple que vous connaissez peut-être si vous avez vu le film sur le personnage qu'il a créé. Je parle de If I Can Dream par Elvis Presley, sorti le 3 décembre 1968. En 1968, Elvis Presley travaille sur son retour médiatique et son retour dans le monde de la musique qu'on appelle le 68 Comeback. À ce moment-là, il va devoir travailler sur plusieurs musiques de Noël pour plusieurs raisons. C'est faux, il y en a une seule, c'est pour gagner énormément d'argent. Mais bon, Elvis il est pas con, il voit le monde dehors, il voit les actualités, il a pas envie de faire des chansons de Noël, lui il a envie de parler de ce qui se passe, de dénoncer tout ça et voilà, faire des musiques à propos de l'actualité. Surtout qu'en avril de la même année, Martin Luther King est mort et lorsqu'il compose la musique If I Can Dream, il y a un autre grave accident qui va se passer. Le 5 juin 1968, le président actuel des États-Unis, John Fitzgerald Kennedy, est assassiné d'une balle dans la tête. Cet événement bouleverse tout simplement les États-Unis et Elvis Presley qui l'apprend au moment des enregistrements. Il décide de tout bouleverser et veut absolument écrire cette chanson sur l'actualité. De là vient le début des paroles de If I Can Dream. Ils vont écrire et composer cette chanson en seulement une nuit et le lendemain ils vont devoir tourner les clips qui restent pour cet événement du retour de 68, ces chansons de Noël. Et là, Elvis arrive avec cette chanson totalement imprévue et va faire le clip tel quel pour qu'au final, le succès pour une chanson qui n'est pas du tout prévue et qui n'a aucun rapport avec Noël, qui sort dans une période de Noël, le succès sera énorme lorsqu'elle va sortir le 3 décembre 1968. Aujourd'hui, il vaut mieux pas parler politique au repas de Noël. À l'époque, on écoutait carrément de la politique au repas de Noël. Pas la même chose. Pour une autre chanson politisée qui dénonce, on peut parler de Happy Christmas, War is Over de John Lennon et Yoko Ono. Plutôt que de parler de la création musicale de ce morceau sorti en 1971, parlons d'abord de ce qui a inspiré cette musique dès 1969. En effet, cette année-là, dans 11 des plus grandes villes du monde, John Lennon et Yoko Ono ont mis des affiches très engagées politiquement contre la guerre au Vietnam, sur lesquelles il était écrit War is Over, If You Want It, avec à la fin Happy Christmas from
John et Yoko. Un message qui ne passera pas inaperçu mais ne plaira pas du tout au gouvernement en place, bien que les populations à ce moment-là commencent de plus en plus à s'opposer à cette guerre, la trouvant trop barbare et voulant que leurs soldats rentrent au pays. Mais bon, John Lennon, ça ne lui changerait sa réputation de hippie qui cherche juste la paix finalement avec cette chanson, ou même avec d'autres chansons dont j'avais pu parler au début de ce calendrier, comme Imagine, bien évidemment. Maintenant on avance dans les années 80 et on parle des musiques de Noël comme on les connaît le plus aujourd'hui, c'est-à-dire les musiques d'amour. Pour la prochaine chanson, c'est simple, c'est sûr et certain, vous la connaissez tous. Elle est sortie en 1984 et à chaque Noël on va l'entendre en boucle. Il s'agit de Last Christmas par Wham. Dans l'histoire de la musique, Wham c'est un groupe qui est resté très peu de temps, pourtant leur héritage reste intemporel avec des musiques comme Wake Me Up Before You Go Go ou encore Careless Whisper qui était d'abord composé pour le groupe, pas que pour George Michael. Dans ce groupe d'ailleurs, on retrouve bien évidemment George Michael comme j'ai pu le dire, ou encore Andrew Ridgeley. George Michael va composer cette chanson un dimanche lorsqu'il rend visite à ses parents. Il est pris d'une certaine tristesse un peu inexplicable, ce qui explique d'ailleurs sans doute les paroles et leur amertume dans le fond. Il va prendre quelques instruments qu'il a autour de lui, déjà il va prendre des grelots pour faire la musique dans le fond, pour faire la bande démo d'ailleurs. Il va prendre un Roland June 60 qui va faire du coup le synthétiseur et une boîte à rythme qui est un Line 9000. Avec tout ce qu'il avait autour de lui, il a réussi à faire une démo très convaincante, ce qui fait que toute l'équipe a forcément validé cette chanson et c'est comme ça qu'elle a fini sur l'album The Final. Last Christmas va sortir le 30 novembre 1984 et va connaître un véritable succès, ça va être la même chose chaque année au moment de Noël et tristement aussi elle va connaître une autre réputation au moment du décès de George Michael le 25 décembre 2016. La musique connaîtra un tel succès à travers le monde que Dalida va même la reprendre avec une chanson qu'elle appellera Reviens-moi. Reviens-moi, oui je te pardonne, tu es parti sans foi, je connais les hommes. Selon moi, Dalida a fait de très bonne musique tout au long de sa carrière. Franchement, il n'y a rien à dire, elle avait aussi une très belle voix et tout, très bien. Mais alors ça, c'est un échec total, hein, vraiment, genre... Après, je pense que c'est aussi parce qu'on est trop habitué à l'autre version que je trouve juste génial de base. Mais alors ça, cette reprise, j'ai jamais compris. Franchement, non, il y avait d'autres choses à faire que de faire ça. Enfin, c'était pas obligé. Pour moi, Reviens-moi, c'est du même niveau, voire moins bien que La Guerre des Étoiles de René Joly sortie en 1977. Et si vous la connaissez pas, celle-là, c'est un cas à part aussi dans le monde de la musique. Là-bas, que dans les étoiles, la guerre passe comme un soleil. J'ai beau dire que Last Christmas était un véritable succès, elle est arrivée première des charts seulement qu'en 2020, soit 36 ans après la sortie de la chanson, ce qui fait que c'est un record, hein. Aucune chanson n'est arrivée première après autant de temps de sortie. Record qui a été dépassé en 2022 avec Kate Bush pour Running Up That Hill. Et les deux chansons ont un point commun, c'est que Last Christmas, c'est grâce au film Last Christmas qu'elle a atteint cette place. Et pour la chanson Running Up That Hill, c'est grâce à la série Stranger Things. Ah et aussi, Last Christmas a été accusé de plagiat par The Carpenters pour leur chanson I Can't Smile Without You, un plagiat que Wham a gagné. En ce qui concerne l'argent engendré par la sortie de cette chanson en 1984, tous les fonds vont pouvoir aller à un fonds humanitaire justement contre la famine en Éthiopie entre 1984 et 1985. Et si Wham a contribué à cette cause, ce n'est pas pour rien. 2 jours plus tôt, le 28 novembre 1984, est sortie une chanson qui s'appelait Do They Know It's Christmas et qui a été enregistrée par le groupe Band Aid dans lequel se retrouvait Wham. Si vous ne connaissez pas Band Aid, c'est simple, c'est un groupe avec tous les plus gros vendeurs de disques du Royaume-Uni qui se sont réunis pour pouvoir chanter contre la famine en Éthiopie. C'est l'équivalent en Amérique au même moment de USA for Africa qui luttait pour la même raison. Donc du coup dans Band Aid on retrouve de très gros artistes qui ont été d'ailleurs sur la scène du Live Aid, hein. C'est lié dans le nom. En face A de cet album on retrouve Do They Know It's Christmas, en face B on retrouve Feed the World. Et dans les artistes qui ont participé à cette chanson il y a beaucoup trop de noms, hein. Il y a du Bob Geldof, David Bowie, Bono, Phil Collins et beaucoup de très gros noms, hein. Notamment Wham du coup comme j'ai pu le dire plus tôt. Ce qui fait que vraiment tout le monde était là à peu près, ou sinon les gens qui n'étaient pas là se retrouvaient au Live Aid forcément, et c'est pour ça que cet événement d'ailleurs est l'un des plus gros événements caritatifs de l'histoire de la musique. D'ailleurs pendant longtemps, Do They Know It's Christmas c'était le morceau le plus vendu au Royaume-Uni, il a été dépassé pratiquement une décennie plus tard par Candle in the Wind d'Elton John en hommage à Lady Di. Pour revenir très brièvement sur un son sur lequel j'ai peur de m'étendre un peu trop, 2 jours plus tôt encore avant Do They Know It's Christmas, on a Thank God It's Christmas de Queen. En fait, ils ont sorti cette chanson pour une bonne raison, c'est en protestation contre Band Aid qui n'avait pas accepté la présence de Queen dans le groupe pour une raison simple, c'est que Queen avait fait un concert pendant l'apartheid en Afrique du Sud alors que tous les artistes avaient dit on n'en fait pas et on boycottera quiconque en fera. Bon,
finalement l'histoire est belle quand on dit qu'ils se sont tous réconciliés, que c'est Bob Geldof lui-même qui a demandé à Queen de faire le Live Aid et que lors du Live Aid ils ont volé la vedette. Et je suis en train de regarder toutes les infos qu'il y a sur ma feuille, je me rends compte que j'ai dit toutes les anecdotes sur Noël qui se... Que tu parleras de Mariah Carey? All I Want for Christmas is You, hein. Je m'en doutais qu'à un moment ou un autre je serais obligé d'en parler. En fait au début de la série on m'a dit tu parleras de cette chanson, point. Pas point d'interrogation, c'était pas une question, on m'a dit que je devais en parler. Bon en vrai j'aime pas réellement cette chanson juste parce que je trouve que on n'est pas obligé de l'entendre dès le 1er novembre hein, et elle est pas obligée de sortir chaque année la même vidéo où elle dit It's time. Et encore, cette année elle l'a pas fait. Mais bon je me suis dit bon j'en parlerai et j'ai fait quelques recherches et c'est vrai qu'il y a des anecdotes assez intéressantes. Mais avant de commencer, j'aimerais rappeler que la version d'Elian dans Zen est la meilleure version de All I Want for Christmas is You. Tout de suite, on va parler de cette chanson de Mariah Carey, All I Want for Christmas is You. Cette chanson sort le 29 octobre 1994 dans l'album Merry Christmas. Merry Christmas d'ailleurs, MC comme Mariah Carey. Un album de Noël qui lui avait été conseillé d'être enregistré et également déconseillé pour une raison simple. Souvent les albums de Noël à ce moment-là c'était surtout des albums de fin de carrière quand la popularité elle était plus au top. Mais Mariah Carey trouve que l'idée est géniale et ce pourquoi? Parce qu'elle kiffe Noël. Et d'après certaines rumeurs la chanson a été écrite en moins de 30 minutes. Ce qui est quand même pas mal. Cette chanson comme tout le reste de l'album va être produite par Walter Afanasieff et Mariah Carey. Si vous ne connaissez pas ce cher Walter, il a contribué à une musique très connue qui est parue quelques années plus tard, My Heart Will Go On de Céline Dion. L'album va être enregistré en août 94 et ce qui est vraiment stylé quand même comme information sur l'enregistrement de cet album, c'est que tout va être fait dans les conditions de Noël. C'est-à-dire qu'ils vont essayer de reproduire le froid extérieur au moment de Noël. C'est pas très cool pour le climat, mais ça a été fait comme ça. Ils vont mettre les décos de Noël, ils vont tout faire en sorte pour que vraiment quand on est dans le studio, on se dit 24 décembre au soir, on est là. Mariah Carey va donc enregistrer le morceau, le sortir, mais il sort pas en tant que single. Et là vous vous dites c'est pas grave. Ouais, sauf que du coup pendant longtemps on pouvait pas le classer dans un classement parce que s'il sort pas en single, c'est qu'on peut pas l'acheter individuellement le morceau, et ce qui fait donc également que on peut pas le classer sur sa popularité ou son nombre de ventes. Faut attendre seulement 2012 maintenant avec le numérique etc. pour avoir un classement final qui va se faire, et depuis 2012 c'est une montée en puissance et si je dis pas de bêtises c'est en 2019 qu'elle a atteint le rang de première chanson la plus écoutée au moment de Noël, bien évidemment. Bon, chaque année, au moment de Noël, la musique remonte doucement en haut dans les charts, dans les musiques les plus écoutées, ce qui fait que chaque année, Mariah Carey se fait énormément de thunes. En plus, elle sort souvent des rééditions de cette chanson, hein, surtout à peu près vers les années 2010 où elle a vraiment ressorti mais tous les styles, tout ce qui était possible, disco, électro, truc avec Justin Bieber de mon souvenir, elle a tout refait, ce qui fait que juste sur ce morceau, elle peut vivre longtemps quoi, elle peut bien vivre longtemps. Et voilà, c'est déjà la fin de ce 24e épisode et la fin de Hors Studio, j'espère que ça vous aura plu. Je tiens à m'excuser parce que j'ai accumulé quand même du retard durant cette série et notamment pour cet épisode que je tourne actuellement après Noël. Donc je me doute qu'il ne sortira pas le 24, mais en tout cas voilà, je tenais à m'excuser de ça, mais merci en tout cas pour toute la ponctualité, pour tout le soutien que j'ai pu recevoir aussi sur cette série. On a dépassé les 100 abonnés, moi je trouve ça juste énorme, il y a des vidéos qui ont atteint des vues, je trouve fou, je m'y attendais tellement pas et vraiment merci pour tout ce que vous avez pu apporter à cette chaîne et à cette série. Ça me donnait vraiment à cœur de faire ça et finalement je vois que il y a une véritable réception très positive et j'en suis plus qu'honoré. Du coup je voulais vraiment vous remercier énormément pour ça et pour tous les conseils aussi que j'ai pu recevoir en commentaire. J'ai essayé d'améliorer mes vidéos le plus possible pour suivre les conseils que vous m'avez donnés et en tout cas j'ai pris énormément de plaisir à faire ces 24 épisodes avec vous. Maintenant c'est l'heure des recommandations et je dois vous avouer, je ne savais pas si je devais parler de musique de Noël ou de musique en règle générale. Mais si je devais parler de quelques musiques de Noël, je parlerai de Wonderful Christmas Time de Paul McCartney, qui est juste génial je trouve sur la période des fêtes, et Carol of the Bells, composé par John Williams, dont on avait aussi parlé un peu plus tôt, et qui juste est un génie, et c'est dans le film Maman j'ai raté l'avion, et ça fait toujours plaisir de voir ce film et d'écouter cette bande son juste géniale. Je vous recommanderai également la chanson Harry in Winter dans Harry Potter, qui est la meilleure musique de tout Harry Potter, mais voilà, après ça c'est chacun ses goûts. Et si je devais vous quitter avec quelques musiques, et écoutez ce que vous aimez, et écoutez même des musiques que vous connaissez pas forcément, qui ne sont pas forcément de style que vous aimez, parce qu'en fait on se rend compte que les uns inspirent les autres, et c'est ça qui est génial dans la musique, c'est que tout est forcément connecté, et après ça on a envie forcément parfois de chercher pourquoi une musique a été faite comme ça ou comme ça. Et tout en fait, toujours une histoire, même si des fois je dis qu'il n'y avait pas d'histoire derrière certaines chansons, c'est juste qu'il n'y en avait pas assez, mais il y a toujours de quoi se renseigner et c'est ça qui est juste génial dans la musique, dans les livres.
biographiques des artistes ou quoi que ce soit, on en apprend aussi beaucoup. Alors vraiment, renseignez-vous parce que je trouve que c'est toujours top d'apprendre comme ça sur quelque chose qu'on aime en fait. Moi je n'ai plus que quelque chose à vous dire, je vous souhaite une très bonne écoute, de très bonnes fêtes et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.